il ne fait pas bon te chanter. Douce France, du doigt je suis montré. Douce France, il ne fait pas bon te chanter. Douce France, du doigt je suis montré. J'ai chanté à tue-tête l'international d'année de la terre et force à pour rien. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire je me fais moquer. Contre nous de la tyrannie, on me traite d'abruti. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire je me fais moquer. Contre nous de la tyrannie, on me traite d'abruti. Tous les trafiquants de la terre viennent ronger tes sangs. Regarde-toi croupi, ouverte aux moins offrants. Partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. L'ennemi connaîtra-t-il le prix du sang et des larmes? Partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. L'ennemi connaîtra-t-il le prix du sang et des larmes? J'ai dû éteindre ma télé pour voir ta beauté. Je t'aime à cœur fondre, même avec ta gueule cassée, liberté. Même avec ta gueule cassée, liberté. Ira pas les banquiers à la lanterne. Est-ce que mon peuple un jour chantera? Ça ira, ça ira. Ira pas les banquiers à la lanterne. Est-ce que mon peuple un jour chantera? Ça ira, ça ira. Ira pas, ça ira, ça ira. Ira pas, ça ira, ça ira. Ira pas, ça ira, ça ira. Bonsoir mes chers amis, bonsoir les Européens, bonsoir les amis de l'Europe, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vois qu'il y a un petit truc qui dépasse là, attendez, une petite magouille, on va faire comme ça on verra pas cette petite imperfection. Voilà, encore une fois, merci d'être à mes côtés, je suis ravi là de faire un nouveau dîner express avec vous. Ça me met en pleine forme, l'idée de vous retrouver tous les soirs à la même heure et de me grouiller pour donner le maximum en l'espace de 3/4 d'heure, 1 heure. N'hésitez pas, première action du jour, à faire monter le nombre de likes, à mettre la pression comme ça sur les réseaux sociaux, surtout qu'on parle d'un sujet qui est assez clivant dans le milieu nationaliste, eh bien, qui est tout simplement le Charles de Gaulle, la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. On peut vraiment dire que c'est un sujet qui divise, quoi. Alors là, c'est une expression qui veut tout et rien dire, mais je trouve quand même que là, sur De Gaulle, on est sur du 50-50. Environ la moitié des nationalistes qui considèrent que De Gaulle est un traître, et l'autre, il y a de l'écho. C'est bon, je l'ai enlevé, autant pour moi. Je l'ai enlevé, il y avait l'audio du bureau, ça y est, on est free hands, it's okay. Voilà, donc j'oublie toujours un truc. Donc bref, là on est lancé sur ce sujet. Je vais rester vraiment sur ce seul sujet. Je vais juste faire au début une présentation de section, comme je le fais. Donc je répète, vous êtes un référent de la section Brave. De toute façon, j'ai déjà envoyé le message en interne. Mais si vous atterrissez sur les live express pour la première fois, si vous êtes un membre de Super Danny Live ou si vous êtes un Brave coopté, eh bien vous pouvez me contacter par mail, danielconversano@toutanota.com, ou bien sur Telegram, @DaniLebrave, DA2NY, le Brave, tout attaché, @DaniLebrave, et je me ferai une joie de présenter votre projet, vos travaux, votre annonce, votre section, etc. Donc plusieurs choses. La première, c'est que je vais vous dire, donc en fait ce que vous venez d'entendre, c'est une chanson de Romain Guérin, qui je trouvais était assez à propos. La chanson, c'est... attends, je me souviens plus du titre, je suis un mongol. Attendez. Le chant des Gilets jaunes. Le chant des Gilets jaunes par Romain Guérin, une chanson tirée de son premier album.
Et bon, évidemment, qui parle de l'épopée des Gilets jaunes. Et comme aujourd'hui, le sujet va être la France, la vraie France, la France patriote, etc. Eh bien, je me suis dit que ça valait le coup. Donc, je viens de vous mettre dans le chat un lien vers sa chanson. À la fin du live, je la mettrai en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Comme ça, vous pouvez y aller, la réécouter si elle vous a plu, la liker, etc. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Bonne question. Puisque vous me la posez, je vais vous y répondre. Alors, déjà, qu'est-ce que ma fille a mangé? Eh bien, elle a mangé, regarde comme je la nourris bien, un hamburger en plastique. Voilà, c'est ça qu'on mange chez les Conversano. Regardez ça, magnifique. C'est parfait. C'est encore plus beau que chez McDonald's. Voilà, donc ce matin, nous sommes allés dans un supermarché. Elle a vu une petite dinette. Elle dit « Ah papa, je veux faire des hamburgers maison. » Donc, je lui ai pris ce petit repas. C'est mignon comme tout, voilà. Donc, elle s'est bien amusée ce matin avec moi. Bon, ça, c'est pas sérieux. Le vrai repas du jour, ça a été ceci. Je vais le mettre en grand, comme ça vous voyez bien. Alors, rassurez-vous, j'ai mangé plus que ça. C'est-à-dire, j'ai mangé une part plus grosse que celle-là. J'ai mangé 2 steaks, en réalité. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a de la tomate, on a de la doucette, une petite salade. On a un steak, évidemment, je viens de le dire. Ça, c'est du pain, on va dire. Ici, ils appellent ça kovrigari, et kovrigay, je crois. Et comment on pourrait dire? Vous savez, ça ressemble un peu au pain qu'on a quand on a une fougasse. Ça se mange assez dans le sud de la France, sauf que là, il n'y a pas vraiment... Enfin, c'est nature, quoi. C'est du pain, du sel et des petites... comment on appelle ça, là? Alors, je me souviens plus, là, comment on appelle ce qu'il y a sur le pain, là. Bon, ça se mange, tranquille. Alors, la particularité, c'est ici, ce fromage. Je veux dire, mais quel est ce fromage? C'est du mascarpone. Et oui, car moi, je mange du mascarpone en salade. Au risque de vous étonner, apparemment, ma femme m'a dit mais d'où viens-tu? Ma fille au père m'a dit mais en France on ne fait pas ça. Eh bien chez moi on fait ça, on mange du mascarpone en salade, c'est très bon. Oui, le mascarpone, le fromage qui est utilisé parfois pour faire des desserts, eh bien moi je le mange et je vais même vous dire plus. Des fois, eh bien on fait une pizza maison avec base tomate, fromage style mozzarella, mais un petit filet voilà, de mozzarella. Et dessus, je mets du mascarpone, comme ça. Frais, je le mange comme ça, c'est délicieux. Si vous ne connaissez pas ça, et vous n'êtes pas italien, c'est tout. Vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, c'est ça mon repas. Très bien. On enchaîne, évidemment, je vous le répète, plus que jamais. Ouh là là, un truc très important que j'ai oublié de vous dire. Ouh là là, gardez ça dans votre tête, ne l'oubliez jamais. S'il fallait un argument pour vous faire passer de WhatsApp à Telegram, je sais que le monde entier utilise WhatsApp et je sais bien que vous allez toujours garder WhatsApp parce que certains contacts rechigneront à aller sur Telegram. Je répète que Telegram n'est pas seulement un réseau social, c'est aussi une messagerie, un peu comme WhatsApp est une messagerie. Non seulement un peu, mais exactement comme WhatsApp, voire même mieux. Moi, je trouve l'ergonomie, je trouve ça plus facile, en réalité, l'interface, pardon. Et regardez ce que nous avons appris récemment. Alors là, et Dieu sait que je ne suis pas parano, mais même moi, ça m'a choqué. Regardez ça. C'est un article que je vais vous mettre dans le chat. WhatsApp, des modérateurs pourront lire les messages privés. À quoi bon avoir WhatsApp? En fait, depuis que WhatsApp a été rajouté par Facebook, c'est n'importe quoi. WhatsApp ne mérite plus que vous y investissiez du temps, étant donné que Telegram fait exactement la même chose. Donc là, je vous mets un lien vers cet article. C'est pas des conneries, d'accord? Voilà, Maxime Caz l'a dit. En gros, il y a un accès. À quoi ça sert en fait? À quoi ça sert dans une messagerie si n'importe qui peut piocher dedans? Et je sais quand même que là, pour le coup, je vais jouer sur la paranoïa des nationalistes. Beaucoup d'entre vous craignent que leur conversation soit lue. Alors là, c'est pas un peut-être, théorie du complot ou pas. C'est sûr. S'ils veulent, ils peuvent lire vos conversations. Telegram, jusqu'à présent, est crypté. Il y a une option dans Telegram qui permet d'avoir un dialogue avec une ou plusieurs personnes privées. C'est-à-dire, en gros, c'est un truc qui fait que si l'autre, par exemple, fait une capture d'écran, vous le savez. Les messages ne peuvent pas être transférés, vous ne pouvez pas les modifier. Donc, non seulement Telegram est plus sécurisé, mais en plus, à l'intérieur de Telegram, vous pouvez encore activer une option qui sécurise d'autant plus une conversation qui peut être un peu borderline. Donc vraiment, là, il n'y a plus aucune raison de ne pas passer à Telegram, surtout que, par exemple, je parle souvent de l'expatriation, eh bien ici, c'est en train de devenir, à l'exception de l'Ukraine, je crois, parce que les Ukraines sont russophobes, vous le savez, pour plein de raisons historiques, mais dans plein de pays d'Europe de l'Est, Telegram est en train petit à petit de remplacer WhatsApp et je vois de plus en plus de gens avec qui je communique, des locaux, des Roumains, des Polonais, des Hongrois,
des Russes, alors là, les Russes, c'est sûr, qui utilisent Telegram et non plus WhatsApp. Donc, je le répète, quand je vous renvoie vers Telegram, mon adresse, l'adresse de mon canal est en description de la vidéo, t.me/Daniel Conversano. Ça, c'est mon canal où il y a mes infos, je relais toutes mes vidéos, je vous parle de certains trucs. Enfin, en gros, j'utilise Telegram comme j'utilisais Facebook dans le temps. Et en plus, vous pouvez après, entre vous, entre contacts, l'utiliser comme vous utilisez WhatsApp. Et au moins, vous êtes certain que vos datas et vos conversations ne sont pas lues. Donc, c'est très important. Merci d'ailleurs aux modérateurs qui sont présents ou à Nightbot, qui est notre modérateur bot, eh bien, de mettre évidemment un lien vers Telegram. Donc, t.me/Daniel Conversano. On vous attend nombreux. Objectif 10 000. Quand j'arrive à 10 000, oulala, vous ne savez pas quelle surprise je vous réserve. C'est champomis pour tout le monde. Voilà, donc ça, c'est le message est passé. Je relais à nouveau l'article. C'est le Parisien à la source, hein. C'est pas Conversano Magazine, hein. Et vous constaterez qu'effectivement que je dis vrai. Donc là vraiment il y a peut-être, alors certains sont sur Signal, mais Signal ne propose pas autant d'options que Telegram tout de même, quoi. Donc je trouve vraiment qu'à choisir pour 2 niveaux de sécurité équivalents, Telegram est largement supérieur, et c'est là que nous avons basculé toute la communauté des braves. Donc franchement utilisez Telegram. Alors maintenant je vais vous présenter la section attendez, Loire-Atlantique. Et c'est là que je trouve plus le mec. Hop là. Donc là, je vais vous lire le message qui m'a été envoyé par un des gars de la région Loire-Atlantique qui a besoin, enfin surtout qui veut que je parle d'elle. Donc les personnes qui m'écoutent, sachez que je me mets ces lives en privé assez rapidement. C'est le concept. Je cartonne pendant 45 minutes, 1 heure, et le lendemain, je mets en privé et je remets une vidéo le soir d'après. Voilà, on est sur de l'éphémère électrique. Donc, si vous êtes intéressé par ce message, n'attendez pas, contactez la personne. Je mets le lien en description de la vidéo juste quand je finis l'émission. Malheureusement, j'ai encore oublié. Faut vraiment que je fasse une checklist, mais c'est pas grave. Je vais vous donner l'adresse mail maintenant, je la mets dans le chat et à la fin de l'émission, immédiatement après, 5 minutes après, je la mets en description de la vidéo en commentaire épinglé. C'est parti. Alors, c'est un littéraire, hein, je vois, il y a un long texte, mais je vais le jouer et ça va vite passer. Oyez les braves, ce message vous est destiné, mais il est encore plus particulièrement pour les Bretons du Sud, les Ménoligériens et les Vendéens. Bref, le pays de la Loire. Il est temps pour vous de passer une étape et d'oser sortir de cette condition qui vous rabaisse et qui nous a toujours été imposée par nos ennemis mortels. Et notre ennemi mortel qui est la passivité. Notre mode d'existence est aujourd'hui précaire et basé sur l'atomisation entre les individus. Cela ne peut plus continuer, nous ne pouvons plus accepter cette solitude. Cet agréable sable mouvant auquel il est si facile de céder et ce confort voilà, qui nous pèse. Vous n'êtes pas des flocons de neige merveilleux et uniques, si vous ne faites rien, vous fondrez. Alors agissez contre la disparition de la blancheur de notre monde. C'est dans cette optique que nous sommes nés, nous les braves. Hey, il parle comme si c'était moi, pour qui tu te prends là? Oh, arrête de te prendre pour le chef, ça m'énerve là, attention. Bon, j'allais, je démets la section. Nous avons décidé de nous agglomérer car si seuls nous sommes vulnérables et fragiles, ensemble nous avons cette capacité de créer un microclimat nous permettant non seulement d'exister mais aussi de nous épanouir. Monsieur est un poète. L'action nous rend libres, le travail nous rend libres. Ne rien faire, c'est subir la volonté d'autrui. Pour entrer dans le mouvement, il n'est aujourd'hui plus question de prendre le maquis, l'arme à la main, de monter des embuscades, etc. Ce que nous avons à offrir est bien plus heureux. Il s'agit d'une pulsion de vie, etc. Et là, vous vous dites, ce soliloque est pénible, mais il ne propose rien de nouveau. C'est vrai, même moi, je me le dis. Là, à cet instant précis, je ne m'inscris pas dans la section. Écoutons la suite. Eh bien oui et non, car la proposition d'un avenir meilleur vient de notre implication. Où j'en suis, un travail personnel qui peut être agréable, mais qui est parfois long et fastidieux. Bref, ce texte commence à être très long, il est temps de conclure. Nous sommes jeunes et l'état d'esprit de notre région agit comme un tube de dentifrice que l'on coule pour en extraire du dentifrice White Signal. Nous en sommes encore aux prémices et au tissage de ce lien entre nous, alternatif, communautaire, week-end, sport, apéro, réseautage, offre d'emploi, barbecue. Des temps prochains, nous verrons passer à la vitesse supérieure et à la constitution de projets encore plus concrets et stimulants. Pourquoi vous priveriez-vous de tout cela? Faites le pas vers nous, peu importe votre âge. Chez nous, il y a bien des avis divergents, dans un cadre nationaliste bien sûr, sur de nombreux sujets, mais pas sur le principal. Les blancos, nous sommes des bravos, des blancos. Alors, nous vous disons à très bientôt sur lesbraves.org. Vous commencez à connaître cette adresse, donc je vous la remets bien sûr dans le chat. Et plus précisément,
la section Pays de Loire. Alors, pour contacter un référent de la section Pays de Loire, eh bien, je vous la mets immédiatement dans le chat. Attendez, j'ai mis une astérisque qui ne sert à rien. C'est arlequin4@protonmail.com. arlequin4@protonmail.com. OK? ARLEQUIN 4@protonmail.com. Protonmail, PROTONMAIL.com. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et plus précisément, si par exemple, je sais pas, vous êtes du genre à faire les choses dans l'ordre et que vous voulez être directement coopté par les Braves, attendez, que je viens de foutre, hop, vous pouvez carrément passer par le site des Braves, mais ça pour toutes les sections, hein, que vous soyez même à l'étranger, ça fonctionne comme ça. Eh bien, tac, je vous donne un lien vers le site des Braves. Il faudrait que je le mette à chaque fois en description de la vidéo. Pardonnez-moi d'oublier. lesbraves.org et non pas org. Le mec, il les confond tout. Lestraves.org. Non, c'est pas nous, ça. Lesbraves.org. C'est ce que devraient faire les mictos, ça. Ils devraient faire un communautarisme gay, quoi. Les traves. Putain, c'est génial. Je suis fan de ma vanne. Ouais, un mec qui met on sait lire, Dany. Ouais, mais tu sais pas. Il y a des mecs qui ne savent pas lire le chat. Alors, ils sont en mode Arlequin, 4 pour un sou, mademoiselle, tournez-vous, attendez. Arlequin4@protonmail.com, je vous mettrai ça en description de la vidéo après cette vidéo. Voilà, pourquoi je suis autant en forme? Les gens se demandent, est-ce que je me drogue? Non, je suis ivre de vivre. Ivre d'amour, ivre... Je suis tombé dedans, je suis tombé dans le bain de la vie à ma naissance. Alors on va parler... quelqu'un a écrit trave.org et apparemment ça ne mène nulle part. En tout cas, ça ne mène pas aux Braves, donc vous voyez, faites gaffe. Ah, je trouve des vannes en direct. Écoutez, je suis esclave de mon propre génie. Alors aujourd'hui, nous allons parler du général Charles de Gaulle parce que nous fêtons l'anniversaire de sa mort. Charles de Gaulle est mort il y a 50 ans, à 9 novembre. Et je m'aperçois qu'en fait, je n'ai jamais donné mon avis sur Charles de Gaulle. Je suis un homme comme tous les autres de notre époque et j'adore me donner mon avis sur tout, et en particulier sur des sujets que j'ai un petit peu travaillés, d'accord? Je ne vais pas vous donner mon avis sur le curling ou sur le Guatemala parce que je connais rien à ce pays et je veux rien savoir. Par contre, je vais vous donner mon avis sur Charles de Gaulle. Pourquoi c'est intéressant de parler de Charles de Gaulle? Eh bien, parce qu'on est typiquement dans le sujet qui divise au sein du camp national et de la droite nationale. Alors, il y a des sujets sur lesquels il y a toujours des prises de bec, économiques, es-tu socialiste, es-tu libéral, as-tu la foi, es-tu catholique ou ne l'es-tu pas, pro-russe, pro-ukrainien, oulala, alors laisse tomber, alors, ce sujet, même pas je l'aborde. Et on a le général Charles de Gaulle. C'est-à-dire, Charles de Gaulle était-il pour les Français quelqu'un qui a nui à la France ou quelqu'un qui a apporté de bonnes choses à la France? Il y a, je dirais qu'en fait les nationalistes qui sont considérés comme les plus radicaux, qui sont les plus appréciés dans la dissidence, ont une vision en général de Charles de Gaulle, et non pas du porte-avions, ça n'a rien à voir. On parle de la personne de Charles de Gaulle, qui a été président de la République après, évidemment, la Seconde Guerre mondiale, un homme très important. En gros, l'idée est de dire, Charles de Gaulle a trahi 2 fois. La première, en partant, lorsque les Allemands ont envahi la France, là je vous parle du point de vue, on va dire, du camp national tradi, hein, en quelque sorte. L'œuvre française, on va dire, et tout ce qui s'est revendiqué de l'œuvre française. Et donc, alors, on va dire, alors déjà, il a fui au moment de la guerre. Beaucoup d'entre nous, je parle des nations en général, ont un tropisme pro-allemand, pro-national-socialiste. Donc l'idée, c'est de dire, finalement, Charles de Gaulle est un atlantiste, si on veut. Attendez, je vais revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Là, je fais une description, je dégage la problématique. Finalement, vu le monde qu'on a aujourd'hui, de Gaulle, il a choisi les roast beef et il a choisi les Américains, alors qu'il fallait peut-être être du côté de Rebatté, etc. Premier truc. Deuxième truc, de Gaulle a trahi au moment de l'Algérie, ce qui d'ailleurs n'est pas faux, mais pas pour la raison qu'on croit. C'est-à-dire que
sur l'Algérie, on peut encore faire 2 reproches. Le premier qui est fait, c'est en gros d'avoir lâché l'Algérie, alors que la France avait la capacité militaire de la conserver, ce qui est vrai. Et là, je vais donner mon avis ce soir là-dessus, c'est je pense que Charles de Gaulle a fait exprès. C'est-à-dire que c'était un homme extrêmement intelligent et il a compris le danger d'une Algérie française. Et ça, j'en démords pas. Je suis absolument persuadé que de Gaulle a fait le bon choix. La deuxième chose qui est reprochée à De Gaulle, ça c'est un truc de militaire qu'on peut pas comprendre parce qu'on n'était même pas né. Donc c'est un truc qu'a bien expliqué Jean-Paul Leperlier lorsque je l'ai fait passer dans Vive l'Europe, un Vive l'Europe exceptionnel, que d'ailleurs je vais repartager sur Telegram dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, t.me/Daniel Guarsano, c'est le premier lien qu'il y a en description de cette vidéo. Vraiment, ça doit être le Vive l'Europe le plus chargé d'émotions, le plus important que j'ai pu faire de tous les Vive l'Europe. Donc, il dit, De Gaulle a trahi parce que nous avions dit aux harkis, vous inquiétez pas, on va pas vous lâcher, et du jour au lendemain, l'armée française a été appelée à rentrer dans ses pénates, à rentrer en France. Et donc, des milliers de harkis, des milliers d'Algériens qui avaient choisi la cause française, de Kabyles, de Berbères, se sont fait massacrer. Et aussi des familles françaises, attention, qui n'étaient pas parties à temps, se sont fait massacrer lorsque l'armée a dit bon bah ok, De Gaulle a dit que c'était fini, maintenant on rentre chez nous. Et ça, c'est resté en travers la gorge des militaires qui étaient sur place qui combattaient pour l'Algérie française, et ils ont considéré, à juste titre, comme une trahison le fait que De Gaulle change comme ça change d'avis, en tout cas qu'ils prennent cette décision, et ils ne lui ont jamais pardonné. D'accord ? Donc ça, c'est un sujet sur lequel je ne vais pas venir aujourd'hui. Quelque part, c'est de la stratégie militaire. Aurait-il pu faire autrement ? Aurait-il dû faire autrement ? Ce n'est pas la question qu'on va se poser aujourd'hui. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que Charles de Gaulle avait un logiciel nationaliste, identitaire, ou bien non ? Était-il un grand homme ? A-t-il fait des erreurs ? Quelle était la vision finalement de Charles de Gaulle ? Et je vais vous dire finalement, oui je suis d'accord, Thomas Ferrier, ce que tu viens d'écrire, justement on va en parler. Je vais vous dire 3 points forts pour moi, 3 moments de la vie de Gaulle qui montrent que cet homme, et je vous donne mon avis maintenant, j'en fais une synthèse et après je vais détailler. Pour moi, Charles de Gaulle est un grand homme de la politique française. C'est un grand dirigeant, c'est le dernier grand dirigeant de la France. Et j'ai énormément de respect pour Charles de Gaulle. Ça paraît étonnant quand on connaît mon parcours et mes idées, ceux qui me suivent depuis l'époque du dictateur, mais j'ai toujours eu cette vision-là, mais je me suis un peu tu sur le sujet parce que c'est tellement mal vu d'être pro Charles de Gaulle que j'ai essayé d'affiner ma pensée là-dessus, avant de vous partager ce sentiment. Alors la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je vais parler de Gaulle, Pétain, etc., il ne s'agit pas de dire Pétain c'est super, De Gaulle c'est nul, De Gaulle c'est super, Pétain c'est nul. C'était des grands hommes, des hommes comme on n'en fait plus aujourd'hui, et j'ai une estime il faut le dire, j'ai une estime pour ces personnalités politiques qui ont existé, historiques même, qui est sans fin, qui est sans limite. Je dis sincèrement, c'est pas une façon de parler, il faut préciser la chose. C'est un peu comme quand on dit j'aime pas Rimbaud, personnellement j'aime pas trop Rimbaud, mais évidemment c'est relatif. J'aime pas trop Rimbaud, mais c'est un génie, d'accord ? Ce qu'il a apporté à la littérature, à la poésie est inestimable. On peut pas comparer Rimbaud à Frédéric Becbédé, d'accord ? Donc là on en est à ce niveau, je dirais, d'estime dans tous les sens possibles du mot. Alors la première chose qu'il faut bien comprendre, et ça j'en ai parlé d'ailleurs avec Thomas Ferrier, puisqu'il est là, je le salue, dans une émission que nous allons bientôt proposer dans Vive l'Europe. C'est pas encore d'ailleurs si je vais la proposer en privé ou en public, parce que le sujet est un peu touchy, pas touchy, mais un peu trop croustillant peut-être. C'est les fascismes d'Europe. Voilà. À un moment donné, quand t'as le pied dedans, t'as le pied dedans. Et Thomas Ferrier dit quelque chose avec lequel je suis tout à fait d'accord, c'est que avant d'être un choix moral, un choix idéologique, le choix pour De Gaulle de résister depuis l'Angleterre et de choisir le camp opposé aux Allemands est avant tout un choix purement stratégique et intelligent. C'est-à-dire, Charles de Gaulle a simplement fait on appelle ça le truc par neuf là. C'est-à-dire, à un moment donné, il a pris un tableau et il a dit bon, l'Allemagne, ok, ça c'est fort. J'avoue, ils ont fait fort. Maintenant, quelles sont les forces en présence ? Quels sont les alliés de l'Allemagne ? Japon. T'oublies, c'est loin. Le Japon va pas venir attaquer la France. Au pire, ils attaquent la Russie, ils se font défoncer. Au pire, ils attaquent les Américains, ils se font défoncer. Bon, ils vont pas mettre leur nez ici. Les alliés de l'Allemagne en Europe. Là, on est au début de la guerre.
De Gaulle se fait un breakfast, il réfléchit, il se dit mais qui va gagner cette guerre? Vers où dois-je aller? Il voit l'Allemagne nazie, énervé, fanatique, d'accord, avec une certaine qualité, et tout à coup, il se dit bon alors quel est l'allié de l'Allemagne nazie? L'Italie? Ok, donc l'Allemagne est toute seule. Alors ensuite, parce que l'Italie 39, c'est pas l'Italie de la Rome antique. Hein. Il aurait fallu encore bien 50 ans à Mussolini pour muscler ses troupes, mais Hitler le dit vas-y, c'est le moment, on n'a plus le temps d'attendre, mon frère. Andiamo, mais toi d'abord. Donc De Gaulle se dit les Italiens, c'est pas un danger. On a encore une fois, on est encore à 1 contre le reste, et on a effectivement un allié de poids à ce moment-là qui est l'URSS. De Gaulle, qui était tout sauf un abruti, a lu Mein Kampf évidemment, et il lit Mein Kampf et il se dit mais attends, c'est bizarre parce que Hitler se met du côté, il fait le pacte germano-soviétique, alors qu'il déteste les bolcheviks. Quelque chose me dit que ça va pas tenir. Quelque chose me dit que vu la personnalité de Staline, paranoïaque, tyrannique, totalitaire, et vu la personnalité d'Adolf Hitler, déjà ils aiment pas leurs idéologies respectives. En plus, ces deux tyrans, quelque chose me dit qu'à un moment donné, ils vont pas être potes, quoi. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, en fait, l'Allemagne va être contre le reste du monde. Et là, en fait, simplement, il fait une addition-soustraction. Il fait l'Allemagne peut pas gagner. Mais dès le début de la guerre, en fait, faut bien comprendre un truc, c'est que malgré la puissance, malgré le génie militaire d'Adolf Hitler, les gens qui avaient un cerveau qui tournait droit, en dehors du fanatisme national-socialiste, regardent ça de loin et disent mais il peut pas gagner. Alors même si il chope la France, il chope la Pologne, déjà dès le début, il galère à choper l'Angleterre parce que c'est une île, les Anglais se battent bien, ils balancent toutes les bombes possibles, mais c'est compliqué. Les Anglais, traditionnellement, ont toujours le soutien des Américains. Même si les Américains ont mis du temps à entrer en guerre, De Gaulle savait très bien qu'ils auraient l'appui, que les Français et les Anglais auraient l'appui des Américains. Et il fait quoi? Il fait, écoute, bon, l'URSS et l'Allemagne, ça va pas matcher très longtemps, donc on aura l'URSS, on a nous, quand même. Même si on se fait envahir par la France, on a quand même des résistants qui seront prêts, on aura des Jean Moulin prêts à mourir pour l'idée de la France. Ensuite, on a l'Angleterre, quand même, c'est pas rien, et on a les États-Unis. Bref, dès 1939, Charles de Gaulle sait que l'Allemagne ne va pas gagner la guerre. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut bien comprendre. Et du coup, quand on comprend ça, son exil résonne moins comme une fuite. C'est-à-dire, en fait, c'est un repli stratégique. Il sait que la France ne s'est pas assez bien préparée pour une guerre d'infanterie contre l'Allemagne. Donc, effectivement, les Allemands vont remporter la France. Immense mansuétude, d'ailleurs, de Tonton. Il aurait pu raser la France. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe dans le nord, il dit on va laisser le sud tranquille, les Italiens vont gérer ça à leur manière, quoi. Nous, on a dominé ça à coups d'huile d'olive, ça n'avait pas de sens, quoi. Il y avait une fenêtre de 2-3 ans où le Reich, en fait, aurait pu faire tabula rasa de la France. Ils sont restés là en mode ouais, non, mais on va se contenter de Paris, c'est bien, les gars. Bon, bref. Erreur! Bon, voilà, donc, première vision de Charles de Gaulle. Les Allemands vont perdre, c'est qu'une question de temps. On va se replier avec des gens d'élite et on va attendre. Surtout, attendez, je reviens à le plus important. Avant de dire, tiens, je suis d'accord avec Hitler, je suis pas d'accord avec Hitler, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'idée, c'est pas de dire, Charles de Gaulle était totalement opposé au national-socialisme. Non, juste, ça ne pouvait pas gagner. Donc, il a été pragmatique. Il a dit, qu'est-ce qui vaut mieux pour la France? Que je la joue collabo et que je crois à la grande Europe à travers la grande Allemagne, alors que dans 5 ans, on va se faire défoncer par les États-Unis. Ou est-ce que je joue la carte patriote français pour revenir après la guerre et reconstruire la France? De toute façon, l'Allemagne va perdre. Hop, il se casse à Londres, il fait ce qu'il a à faire, il revient triomphant au moment de la libération. Deuxième coup de force de Charles de Gaulle. Alors que la France a été quand même humiliée pendant la guerre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je veux dire, regardez la photo des Allemands triomphants devant la Tour Eiffel qui ont conquis Paris. C'est humiliant pour un pays comme la France qui a eu des victoires militaires énormes tout au long de son histoire. C'est une défaite retentissante, des pertes humaines quand même assez considérables, une économie détruite après la guerre par son génie diplomatique, ses relations, sa façon en fait de traiter à la fois avec les soviétiques et de l'autre avec les États-Unis. Charles de Gaulle arrive à faire en sorte que la France pèse dans l'échiquier mondial alors même qu'elle a perdu la guerre. Elle n'a pas perdu parce que les Allemands ont fini par être vaincus, mais elle a été envahie. Et sans un soutien extérieur, l'Allemagne n'aurait pas été vaincue. Donc, ça, je trouve quand même que c'est un tour de force politique
un peu comme on a une admiration quand même pour la manière dont Trump a géré les relations avec la Russie, il a quasiment fait de Poutine un pote, avec certains États, même à la limite du Proche-Orient, avec la Corée du Nord, avec la Chine, enfin plus exactement la Chine, ils adressaient quoi. Mais on va dire, dans la diplomatie, Trump est extraordinaire. Ben, franchement, quand on regarde la carrière de De Gaulle, dans la diplomatie, il a été extraordinaire. Ça a vraiment été un homme absolument extraordinaire. Bon, donc je dirais que déjà, le simple fait que la France n'ait pas subi le contre-coup de sa défaite militaire, en pesant, voilà, il est au moment où il y a comment on appelle ça, le cercle à Yalta, etc. Enfin, lorsqu'il y a en gros des réunions d'importance, De Gaulle est là pour représenter la France. Par ailleurs, alors qu'il est pris en sandwich entre les Soviétiques et les Américains, il arrive à maintenir l'indépendance de la France. Il arrive à faire en sorte que la France ait encore un poids à elle seule face à des mastodontes comme les États-Unis ou la Russie. Ça, en soi, c'est une force. Alors je répète, on a perdu la guerre et sans le soutien des copains, des alliés, on était foutus dans l'idée, quoi. Donc déjà, rien que ça prouve l'intelligence. Là, c'était la débâcle. Et malgré tout, 5 ou 10 ans après la débâcle, putain, la France, c'est le pays le plus prisé du monde, quoi. C'est-à-dire, tu dis à n'importe quel étranger en 1960, tu veux aller habiter où? Il va te dire États-Unis ou France. C'est deux choix, quoi. Donc vraiment, là, il y a eu, à un moment donné, il y a un leadership. Il y a un leadership qui est évident. Après, on peut dire, ouais, il a été salaud avec Pétain, il lui a fait vivre une vie à la fin qui était un enfer. Il n'a pas assez destroy les communistes après la guerre, nanani. On peut dire ça. Mais au niveau de la gestion je dirais, de l'image française, au niveau international, il a été très fort. Et c'est aussi parce que, d'ailleurs, il maîtrisait énormément de langues. Ça, tout à l'heure, je vous disais, Mein Kampf, il a peut-être lu dans le texte. C'est un mec qui était capable de faire, on est dans une autre époque, où un dirigeant politique maîtrise le français à la perfection, bon ça c'est une évidence, mais maîtrise également 5, 6, 7 autres langues, qui est capable de faire pendant 30 minutes des discours dans une langue étrangère. On est sur Saturne, et pas seulement l'anglais. Donc vraiment, déjà c'est une autre qualité d'homme politique. Et enfin, sur le sujet de l'Algérie, là où je suis vraiment pas d'accord avec la droite Roger Olindre, et même la droite Jean-Marie Le Pen, eh bien, c'est que j'estime que la vision de Charles de Gaulle était la vision la plus identitaire entre les deux camps. C'est-à-dire, il y avait une droite nationale colonialiste, pro-Algérie française, qui incarnée notamment par Jean-Marie Le Pen ou par, je viens de le citer, oh mon Dieu, c'est incroyable, je viens de le citer. Roger Olindre, voilà. Et d'un autre côté, on a les gaullistes. Plus exactement, on a Charles de Gaulle. Alors, je tiens à dire que ma position est dure à défendre parce qu'actuellement, dans le milieu national, je suis peut-être le seul identitaire blanc, un des seuls, à oser dire ça. C'est-à-dire qu'en général, les plus radicaux sont anti-de Gaulle. Donc, en fait, en me disant, oui, moi, je trouve que de Gaulle a fait du bien à la France, eh bien, je me mets dans le même camp que Rougeron ou que d'autres souverainistes qui prennent de Gaulle comme un héros. Sauf que eux le prennent comme un héros de leur chapelle, c'est-à-dire l'indépendance administrative de la France. Ça, à la limite, pourquoi pas, dans une France blanche, c'est intéressant. Dans une France qui rayonne au niveau international, c'est intéressant. Et même chez ces gens, il y a une volonté de dire, voilà, dans sa maîtrise des dom-toms, des machins, des ceci, cela, de l'Empire, de Gaulle a quand même été purement français, face à l'Allemagne, face aux Soviétiques, etc. Donc là, c'est pas cette vision rougeroniste que j'épouse. Ce que je dis, c'est que c'est se tromper sur l'analyse, et là je vais vous citer quelques phrases légendaires de Charles de Gaulle, dont certaines sont connues et d'autres moins. En réalité, quand on travaille le dossier, on se rend compte que Charles de Gaulle avait tout vu à l'avance, que c'était un mec qui avait énormément d'intelligence et qui avait compris, alors étonnamment, à l'exception, on va dire, des mœurs. Ça, c'est un truc, justement, c'est pour ça qu'au moment de mai 68, il s'est fait un peu baiser, mais de toute façon, c'est un homme d'un autre temps. Même s'il avait compris les dynamiques, il n'aurait pas pu s'adapter à mai 68. Mai 68, ça a été, de toute façon, c'était De Gaulle dégage pour ce que tu représentes. Mais effectivement, l'évolution des mœurs à la Woodstock, ça, il n'a pas trop vu. En revanche, ce dont il a eu l'intuition, c'est que le monde avait changé pour toujours après la Seconde Guerre mondiale et que ce que les Français pouvaient imposer à leurs colonies au XIXe siècle, ils ne le pouvaient plus et ils ne le pourraient plus. Donc, je vous rappelle quelle est la ligne, en quelque sorte, de Roger Olindre. Je ne me permettrai pas de manquer respect à feu Roger Olindre, qui a une vie héroïque, une vie d'aventure et pas d'aventure, c'est pas le mot, c'est trop léger. Une vie de militaire qui a pris des risques, qui s'est engagé, qui a mis sa peau au bout de son fusil. Donc évidemment, total respect. Mais je dois dire que moi, je ne suis pas d'accord avec la ligne de Roger Olindre.
Quelle était la ligne de Roger Holland? D'ailleurs, un de ses derniers livres s'appelle Réconciliation nationale. La ligne de Roger Holland, c'est de dire, certes, les Algériens, évidemment, les Algériens ne sont pas des Français, nous sommes très différents, mais à coup de tricks, nous pourrons leur faire respecter la France, ce grand pays qui possède des colonies dans le monde entier. Et en fait, Charles de Gaulle, il se rend compte de quoi? Vu la démographie des Orientaux et des Africains, vu, on va dire, le monde post-convention de Genève appliquée après le tribunal de Nuremberg, justement, cette méthode à coup de trick ne fonctionnerait plus. C'est-à-dire, au bout d'un moment, les Algériens seraient trop nombreux, et s'il y avait, on va dire, une façon autoritaire de gérer l'Algérie depuis la France, les instances internationales estimeraient que c'est un crime contre l'humanité, etc. En fait, de Gaulle ressent ça. Il dit, oula, ça pue. Et par ailleurs, le plus important, c'est là où je trouve que moi, je vous dis, je n'aurais pas été pour l'Algérie française, avec les idées que j'ai maintenant, en tout cas. De Gaulle se dit, mais attendez, Algérie française, ça veut dire quoi? On va leur donner leur papier français. Mais ça veut dire qu'ils vont venir en France. Et quand ils vont venir en France, ils vont faire les mêmes saloperies qu'ils font, leur même islam, tout ce que les Européens ne peuvent même pas concevoir sur notre sol, sans aucune limite. Du moment qu'ils ont la carte d'identité française, comment vous voulez les en empêcher? Quelle loi va les en empêcher? On va faire quoi? On va faire un truc fédéral où le mec il a la carte d'identité française, mais il est obligé de rester en Algérie, mais ça va être impossible à tenir ce truc. Donc, oulala, non, certainement pas. Et là, De Gaulle vraiment a une vision de chef d'État. Et je dois dire que, alors, il a été trahi 10 ans après, puisque 10 ans après, avec Giscard, on a eu évidemment la grande immigration de travail, suivie par le regroupement familial qui a marqué le début de la fin de la France. C'était pour nous le début de la fin, en tant que nous identitaires. Mais De Gaulle, 10 ans avant, met un stop. Il dit, écoutez, bon, on va laisser l'Algérie. C'est vrai qu'on perd le désert. En même temps, on peut pas tout avoir. Si on a le désert, eh ben, c'est une colonie, l'Algérie. Si c'est une colonie, c'est lié à nous. Si c'est lié à nous, un jour, ils vont venir nous faire des bisous, mais en fait, ce sera des bisous avec des sabres dans la bouche, quoi. Donc non. Allez, on laisse tomber. Voilà. Si vraiment il y avait eu que des dirigeants, ensuite, avec l'étoffe, la solidité de Charles de Gaulle, en réalité, il n'y aurait pas eu autant de Maghrébins et d'Algériens en France. Absolument pas. C'était pas la volonté de De Gaulle. C'est pas seulement colomber les deux mosquées. C'est beaucoup plus travaillé. C'est ça que je vais vous montrer à travers les citations que je vais vous lire. Merci à la personne qui derrière me les a envoyées. J'en avais quelques-unes, mais là, j'avoue que c'est très complet et c'est fascinant. Alors, regardez ce que dit le mec, c'est Conversano au pouvoir, les gars. Putain, quoi. C'est à une autre époque. Alors, à un général, il dit, mais enfin, vous n'imaginez tout de même pas qu'un jour, un arabe, un musulman, puisse être l'égal d'un Français. Voyons, c'est impensable. Général de Gaulle. Celle-là, elle est connue, mais je la répète quand même. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre, agitez la bouteille. Au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans qui demain seront 20 millions et après-demain 40? C'est-à-dire, c'est le cas aujourd'hui, en fait, quoi. T'es un putain de visionnaire, en fait, quoi. Si nous faisons l'intégration, si tous les Arabes et Berbères d'Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherait-on de venir s'installer en métropole alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé? Mon village ne s'appellerait plus Colombey les deux églises, mais Colombey les deux mosquées. Mais le mec, il est plus Le Peniste que Le Pen, quoi. Quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est Le Pen qui est antiraciste. Et je parle du père. L'intégration, c'est toujours De Gaulle, l'intégration, c'est une entourloupe pour permettre que les musulmans qui sont majoritaires en Algérie à 10 contre 1 se retrouvent minoritaires dans la République française à 1 contre 5. C'est un tour de passe-passe puéril. On s'imagine qu'on pourra prendre les Algériens avec cette attrape-couillon. Avez-vous songé que les Arabes se multiplieront par 5, puis par 10, pendant que la population française restera presque stationnaire? Encore un truc visionnaire. Il y aurait 200, puis 400 députés arabes à Paris. Vous voyez un président arabe à l'Élysée, vous? Il vaut mieux une Algérie algérienne au sein de la communauté qu'une Algérie française au sein de la France, qui nous mettrait à plat pour toujours. Voilà. Donc ensuite, ça parle des Noirs, donc c'est pas très intéressant par rapport au sujet du jour, même si c'est intéressant malgré tout. On continue. Les Arabes, ce n'est rien. Charles de Gaulle, hein.
Les Arabes, ce n'est rien. Jamais on a vu des Arabes construire des routes, des barrages, des usines. Après tout, peut-être n'ont-ils pas besoin de routes, de barrages, d'usines. Les mecs se posent des questions, quoi. Ce sont d'habiles politiques. Ils sont habiles comme des mendiants. Nous assurons les fins de mois du Maroc, prétendument pour que les Américains ne le fassent pas à notre place. Qu'est-ce que cela pourrait bien nous faire que les Américains donnent des crédits aux Marocains ? Il est impossible d'accueillir au Palais Bourbon 120 députés algériens. La patrie deviendrait la colonie de ces colonies. Les Arabes, les Kabyles, les Mozabites, ces gens-là ne font pas partie de notre peuple. Aux yeux du général de Gaulle, il ne s'agit pas de voir si l'intégration est possible, il s'agit de constater qu'elle n'est pas souhaitable. Et il n'a pas dit ça, attendez, là c'est pour YouTube Conditions. Hein. Vous voulez être arabisé ? Interroge de Gaulle. À un député. Il continue. Vous donneriez votre fille à marier un... originaire d'Algérie ? Ensuite, évidemment, lorsque la monarchie ou l'Empire réunissait à la France l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, le Roussillon, la Savoie, le pays de Gex ou le comté de Nice, on restait entre blancs, entre européens, entre chrétiens. Si vous allez dans un douar, vous rencontrerez tout juste un ancien sergent de tirailleurs parlant très mal le français. Allez, putain, mais c'est génial. Et puis, vous nous voyez mélanger avec des musulmans. Ce sont des gens différents de nous. Vous nous voyez mariant nos filles avec des Arabes. Voilà. Les Arabes, pour détruire des ponts, ça va. Mais pour les construire, 3 petits points. Avez-vous déjà vu un Arabe construire un pont ? Oh là, bâtard. Et on n'invente rien. Hein. Et on croit qu'on fait des trucs hyper trash sur YouTube en 2020, on n'invente rien du tout, quoi. Donc voilà, et plein d'autres moments dans son livre. Sur le plan ethnique, il convient de limiter l'afflux des Méditerranéens de l'autre côté de la Méditerranée, donc des Orientaux. Vous en voulez ? Mais j'en ai encore. Il y a eu 40 000 immigrants d'Algérie en avril. C'est presque égal au nombre de bébés nés en France pendant le même mois. J'aimerais qu'il naisse plus de bébés en France et qu'il y vienne moins d'immigrés. Le général de Gaulle. Donc voilà. Donc moi, quand je vois des nations qui en fait, en réalité, ont un manque de culture, c'est un manque de culture politique, dire ouais, de Gaulle, de toute façon, c'est un antiraciste, il était avec les Américains, les Allemands et tout. Les gars, le monde est complexe, d'accord ? Faut jamais oublier qu'en 39-45, toute l'Europe est blanche. Donc l'enjeu, même si vous avez vu quelques phrases comme ça d'Hitler qui s'est étonné de voir 3 noirs en France, l'enjeu n'est pas l'africanisation de la France, même l'islamisation de la France. C'est une bataille entre pays européens pour la domination du continent. Mais en réalité, à cette époque, tous les hommes politiques sont d'accord sur le fait qu'un Français, c'est un blanc. D'accord ? Donc, en réalité, aujourd'hui, De Gaulle serait interdit. D'ailleurs, je crois que c'est Zemmour qui a dit ça. C'est pas Pétain qui serait interdit, ce serait De Gaulle. Si je viens sur un plateau télé avec les mêmes mots, je ne suis pas diffusé. La sécurité... C'est-à-dire que si aujourd'hui, je suis invité sur un plateau télé mainstream, je suis obligé de me retenir de dire ça. Je ne dirai pas ça. Je dirai un truc qui sera crypto ça. D'accord ? Donc ça, c'est le général de Gaulle. Mais au-delà du fait que, on va dire, c'était un homme d'une autre génération qui donc... comme je vous l'ai dit, savait qu'un Français c'était un blanc et qu'un Arabe n'est pas un blanc et que ça sera jamais un blanc. Ça, ok, c'est entendu. Quelque part, il n'a pas de mérite parce que tous les Français pensaient ça à l'époque. Mais il a appliqué une politique qui voulait traduire cela d'une manière forte et définitive. C'est-à-dire en gros, ouh là 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 là, qu'est-ce qu'on a foutu en Algérie ? On leur a construit des hôpitaux, des écoles, maintenant ils parlent super bien français, ils ont des autoroutes. Quelque part, on les a rendus moins cons qu'avant parce qu'ils ont des infrastructures, ils ont des armes qu'on leur a fournies, ils ont un savoir-faire quand ils ont bossé, quand ils ont fait la guerre avec nous. Ils sont 3 fois plus qu'ils étaient il y a 30 ans. Ouh là 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 là, on a fait une énorme connerie. Allez, on part et tu fermes. Voilà. Comment on dit là ? Defend Europe. Lui, il l'aurait fait. Hein. Le mur, là, tu prends de Nice à Marseille en passant par Perpignan. Ah là, le mur, Charles de Gaulle, il l'aurait fait. Hein. C'est dans ses écrits. Et à côté de ça, on a une tradition de l'extrême droite française assimilationniste. Et en réalité, ce qu'on appelle l'extrême droite, et je prends toujours, on pourrait trouver plein d'autres, et même Jean-Paul Leperlier, total respect. J'espère d'ailleurs que j'aurai encore le plaisir de l'avoir dans l'émission. Il a énormément de choses à nous apporter, à nous dire. Mais la ligne Jean-Paul Leperlier, en particulier, plus exactement la ligne Roger Olindre, en fait, selon moi, condamnée à moyen et à long terme la France comme elle l'est aujourd'hui. Parce qu'ils avaient ce rêve fou d'une assimilation des musulmans, des Algériens musulmans au creuset français,
par l'évangélisation catholique. C'est-à-dire, en gros, nous allons faire des Algériens des catholiques, donc des Français. Charles de Gaulle, qui, je le pense, n'était pas forcément pratiquant, c'est comme ça que je le vois, hein, on est plutôt un pragmatique, on est plutôt sur un modèle pragmatique. De Gaulle arrive en disant non, moi c'est plus la race en fait. C'est-à-dire en gros, on est blanc, ils sont arabes. Ben, je suis désolé monsieur Olindre, mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher vos histoires. C'est-à-dire que la première génération va la deuxième génération va être là, vas-y nique ta mère. Et la troisième génération va être là, allez je viole ta fille quoi. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Donc en réalité, ce que je veux dire encore une fois, c'est que pourquoi cette mise en perspective permet de comprendre mieux pourquoi des gens comme moi ne sont pas trop appréciés dans la dissidence. On est une grande famille, mais en même temps, il y a des nuances entre chaque. Parfois, sur certains sujets, je suis plus proche de Thomas Joly ou de Jean-Marie Le Pen. Sur d'autres, bizarrement, je vais être plus proche de Rougeron. Paraît con de dire ça, mais en tout cas, sur le gaullisme, au niveau identitaire, oui, je suis gaulliste. Et je pense que la droite a proposé un alter anti-racisme en réalité pendant longtemps, et même Jean-Marie Le Pen, en insistant sur le fait qu'il a été le premier à présenter un député qui était un arabe, pour être député de la France. C'est une erreur. C'est une erreur. Je suis désolé. Charles de Gaulle te double par la droite. Donc là-dessus, moi, je le dis, Charles de Gaulle n'était pas un traître. Il n'a pas trahi la France. Et selon moi, il a fait le maximum pour que la France garde son indépendance et garde son sang français. Et pour moi, c'est ça qui compte, c'est ça que je retiens. Après, que vous me disiez, dans un cadre de la guerre, il a envoyé les autres à sa place, il a parachuté Jean Moulin, et lui, il est resté en arrière, il a laissé des harkis se faire crever en Algérie, c'est ignoble, pourquoi pas, c'est un crime contre l'humanité, ça, on peut en discuter. Mais, vous savez, dans une guerre, ce qui compte, c'est pas est-ce que le sang va couler ? Va-t-il couler ou ne va-t-il pas couler ? C'est une guerre, le sang coule. C'est de quel côté il va couler. Et l'idée qu'a eu Gérald de Gaulle, c'est de dire, écoutez, ok, on va dire qu'on va battre en retraite, on va laisser l'Algérie aux Algériens, ok, ce territoire, on l'avait, on l'a plus. Désolé les pieds noirs, ramenez-vous ici, vos compétences peuvent être utiles ici, c'est quand même la France, vous ne serez pas malheureux. Et on va faire quelque chose avec ce pays, les dom-toms qui restent bien loin, d'accord, on va gérer ça de loin, et on va rester un pays européen, tout en conservant notre souveraineté, parce qu'on a encore des ressources. Je suis désolé, il avait raison, quoi. Donc voilà, moi je dis De Gaulle, on m'a tout dit, c'est Pétain le traître. Non, même pas, là pour le coup, c'est même pas ce que je dis. Quand j'avais critiqué la culture du martyrat, je crois qu'on dit comme ça, le fait toujours de mettre les martyrs au-dessus de ceux qui font avancer réellement la cause, j'avais critiqué les nationalistes parce que j'estime que oui, avoir pour idole le maréchal Pétain, qui, bien qu'il soit un grand homme, effectivement le héros de Verdun que l'on sait, a perdu par 2 fois ensuite. C'est-à-dire que non seulement il est obligé de signer l'armistice avec les Allemands parce qu'il n'a pas su gérer le truc, et après la guerre, il se refait avoir, il finit un peu dans les oubliettes de l'histoire. C'est injuste, peut-être n'y est-il pour rien, mais le fait est que c'est pas un winner, d'accord. Charles de Gaulle a vraiment dirigé le pays. Il a laissé son empreinte dans l'histoire, et cette empreinte va rester. Et je suis persuadé que même s'il est l'idole de certains républicains, même si on garde de lui son combat anti-nazi, entre parenthèses, c'est surtout un combat anti-allemand, alors que la France était envahie, ce qui semble pour un patriote un peu normal quand même. Au-delà de ça, ce qui restera dans les esprits, c'est le fait que c'était un grand dirigeant blanc français, peut-être le dernier. Et donc je voulais lui rendre hommage aujourd'hui, 50 ans après sa mort, et dire que bien que j'essuierai les critiques qu'il faut, je suis prêt d'ailleurs à en discuter. Je ne prétends pas être du niveau de question pour un champion en matière d'histoire, mais quand même j'ai lu pas mal de livres, nationaux et pas nationaux, sur De Gaulle, sur ce qu'il a fait, sur son influence. Et je dois dire qu'au départ, je me suis un peu fait embarquer comme ça dans cette culture nationale de l'antigaullisme. Et à mesure que je me suis renseigné sur Général de Gaulle, j'ai réalisé qu'il avait compris, bien avant d'autres, quelque part, Charles de Gaulle, avant Jean Raspail, avant Renaud Camus, avant Guillaume Fay même, a compris que des Arabes sur le territoire français, ce serait une catastrophe. Et je suis désolé, mais jusqu'à encore, c'est pas pour le bâcher, 6 mois, 1 an avant sa mort, pour Roger Olindre, le problème en France, c'est pas l'islam. C'est mauvaise gestion de l'État. De mon temps, c'était mes frères au combat.
Ouais, mais déjà pas tous. Déjà pas tous. Peut-être les Algériens occidentalisés qui rêvaient de la France, qui avaient compris qu'on était un grand peuple et que ça valait mieux que le fanatisme musulman, mais pas les musulmans. Les musulmans, Roger, et toute la droite, on va dire pro-Algérie, les musulmans, ils vont jamais encaisser votre gueule. Vous avez toujours été des envahisseurs chez eux, dans leur esprit, et maintenant, ils sont animés d'un sentiment de revanche qui ne s'éteindra jamais. Cette flamme de la revanche, ils n'arriveront jamais à assouvir cette vengeance. Même s'il y avait 50 attentats, tant qu'ils seront sous le sol français, tant qu'il restera un Français en France, pour eux, ils se vengent encore de l'Algérie. Et Charles de Gaulle l'a mieux compris qu'une grande partie de ce qu'on appelle l'extrême droite. C'est ça que je voulais dire ce soir. C'est mon dernier mot. Charles. Voilà les amis. J'espère que ce live vous a plu. On a déjà presque fait 1 heure. J'ai pris un parti qui est pas toujours très à la mode, donc j'espère que je vais pas essuyer trop de critiques. Je vais réfléchir si je laisse ou pas ce live survivre à une journée entière. Profitez-en pour le partager. En plus, c'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui, vous pouvez faire des hashtags anniversaire Charles de Gaulle, etc. Donc c'est le moment ou jamais de partager cette vidéo, comme ça on verra un peu qu'est-ce qu'on pense. Pourquoi pas un sondage d'ailleurs sur ce sujet, sur Telegram ou sur Twitter. Si vous appréciez mon travail et mes points de vue, eh bien, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux plus solides que YouTube, Telegram, Super Danny Live. Je répète que toutes les émissions du second confinement, vous pourrez les voir en rediffusion selon, à votre guise, dans l'espace Super Danny Live. Je suis en train de préparer un joli truc. Donc, si vous vous abonnez à Super Danny Live, ne vous inquiétez pas, même les lives que vous avez ratés, qui sont en privé, vous pourrez les voir par ailleurs. Merci à vous. On ne se retrouve pas demain, puisque demain, je fais un live avec mes abonnés. Le mardi et le samedi, je suis dans Super Danny Live. Donc, à demain, mes chers abonnés, mes chers volontaires, comme je vous appelle, et à mercredi pour les autres. Je n'ai pas encore choisi le sujet, mais je pense qu'il y aura des choses à dire comme d'habitude. Je suis intarissable et j'ai déjà 3 ou 4 émissions d'avance. Donc, vous en faites pas, même si l'actualité est plate et elle ne l'est pas, il y aura toujours quelque chose à dire. Je vous remercie. Merci de votre présence. Toujours pratiquement 1500 visionnages en cours chaque jour. C'est vraiment très chouette. J'adore ce format. J'espère que vous avez passé du bon temps. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Et puis je vous embrasse.